Alors, moi, je peux parler avec Caroline et Ambline, hein, mais ça serait chouette si vous aussi vous parliez, parce que c'est une conversation entre nous tous, quoi. Donc, moi, je vais surtout parler de comment elles ont fait le film, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc, si vous voulez poser d'autres questions, je vous en prie. Euh, alors, bon, j'espère que je ne vais pas vous poser les mêmes questions que tout le monde vous pose. Je sais que c'est chiant parfois. C'est pas grave, on est entraîné. Oui, on est entraîné. Mais moi, comme réalisatrice, parfois c'est « Ah non, pas cette question ». Donc si jamais je vous pose une question où vous dites « Ah non, pas cette question », vous me le dites, et puis on passe à autre chose. Hein. Voilà, c'est cool. J'ai surtout pas envie de vous embêter. Non, déjà, je sais pas, je pense que quand même on se pose tous cette question, comment vous êtes arrivés là-bas, quoi, tout simplement, parce que c'est quand même... Enfin, ce que vous en avez fait est extraordinaire, mais commençons par le commencement, quoi. Donc au début, c'était pas vraiment prévu. Enfin, on n'est pas allé à l'IME La Pépinière en se disant on va faire un film là-bas. Ah oui. Moi, je me suis retrouvée en premier là-bas parce que j'avais 2 copains qui faisaient une résidence d'artiste dans La Pépinière, parce que comme le centre il est assez fermé, les jeunes ils peuvent pas vraiment sortir. Enfin, ils peuvent en sortir, mais c'est assez compliqué. Du coup, il y a un des directeurs de ce centre qui a décidé que, puisqu'il ne pouvait pas rencontrer le monde, il allait faire venir le monde à eux, donc il a ouvert une petite résidence d'artistes à l'intérieur. En gros, il donnait une petite salle, et pour nous, tu as les clés du centre et tu peux faire ce que tu veux. Et il insistait lourdement sur le fait qu'il ne fallait surtout pas faire de trucs avec les jeunes, que c'était pas une résidence sur le territoire, qu'il ne fallait pas faire de trucs avec les jeunes. C'est pas une résidence territoire, tu vois, sur le territoire, où on te dit, vous pouvez venir ici et vous devez faire quelque chose avec les jeunes. Il disait, non, on va pas commencer à vous dire quoi faire, c'est vous les artistes. Vous êtes là, on vous donne les lieux à disposition et faites ce que vous voulez. Donc moi, je me suis retrouvée là-bas parce que j'ai demandé si je pouvais aussi venir avec mon groupe, parce que j'ai un groupe de percussion corporelle, et on est venu à 2 et on est resté 1 semaine dans le centre, et pendant 1 semaine, on a fait de la musique là-bas, mais sans rencontrer les jeunes. Parce que du coup, on avait aussi les clés du centre, et comme ils sont spécialisés dans la malvoyance, ce centre-là, il y a des tonnes d'instruments et plein d'objets musicaux, etc. Donc nous, on a fait des expérimentations là-bas, quoi. Entre vous? Entre nous, en fait, on crée... Entre vous, pardon. Tous les deux, avec mon duo. En fait, on crée notre spectacle. On est venu pour finir le spectacle, quoi. Et à la fin, on s'est dit, on va quand même rencontrer les jeunes, ce serait dommage. Donc on a fait une sortie de résidence, mais on s'est juste retrouvé au milieu d'un atelier musique, l'atelier classique du lundi soir, quoi. Et en fait, dans cet atelier, il y avait Ophélie, Médéric, Léa, et tous les éducateurs qui sont dans le film, donc Bastien, Timothée, Jean-Claude, les 3 musiciens. Et en fait, on est venu avec nos trucs à nous, on a des micros piezo, c'est des petits micros de contact qu'on accroche, et parce que nous on se sonorise comme ça, et il y a Bastien, l'éducateur qui a les cheveux longs, qui nous dit ah mais Ophélie elle fait de la percussion corporelle sur son corset, parce qu'elle a un corset en plastique pour la tenir droite, et donc on l'a sonorisé, on lui a mis un corset. Un corset en plastique, ouais, parce que sinon elle est voûtée comme ça. Donc en fait on lui a accroché nos micros dessus et elle est partie direct en drum and bass en fait. Et Léa a chopé un micro, elle s'est mise à chanter. Et là c'est parti en bœuf et on a passé 2 heures à juste jammer comme ça. Et moi j'ai halluciné en fait. Je m'attendais pas du tout à faire ça en fait. Donc en ressortant de ce truc, j'ai appelé Caroline et je lui ai dit je pense qu'il faudrait que tu viennes voir. Et donc Caroline est venue et le premier truc qu'on s'est dit c'est s'il y a un film à faire, ce sera un truc sur la musique. Mais pendant longtemps, on ne s'est pas dit qu'on ferait un film, puisque comme les jeunes sont placés, parfois en famille d'accueil, qui sont mineurs, et qu'ils ont des handicaps lourds, et qui sont malvoyants, on se disait, quel est l'intérêt pour eux de faire ce film s'ils ne peuvent pas le voir après? Enfin, bêtement, on s'est dit, est-ce que ça a un intérêt pour eux le cinéma alors qu'ils sont malvoyants? Et en fait, on était cons, parce qu'ils avaient vachement envie de le faire, et c'est eux qui sont venus nous chercher. Comment? C'est Léa qui nous a vu traîner. En fait, Léa, parce que nous, donc Léa, c'est la jeune fille brune qui parle beaucoup. Oui. Et elle nous voyait traîner avec notre caméra dans le centre, et elle nous a dit ah mais vous avez une caméra, vous venez de Paris, vous avez l'air professionnel. Moi, je suis réalisatrice, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Donc c'est elle qui est venue nous chercher pour nous embaucher en fait, pour faire le film. On a commencé comme ça. Elle avait un petit scénario, on a commencé à tourner des petites choses. C'était assez compliqué de réaliser son film, mais c'était un premier contact. Et après, en fait, c'est ce qui nous a permis de sentir qu'il y avait vraiment un intérêt chez les jeunes. Pour eux, c'était comme une tribune, le film, parce que comme ils sont assez coupés du monde, ils avaient envie simplement de montrer leur vie d'adolescent, quoi. La musique qu'ils écoutaient, les chorés qu'ils faisaient, leur vie
leur vie de tous les jours. Donc on a commencé comme ça, par des petites choses du quotidien, enfin du soir, de l'internat, des moments où ils sont plutôt dans les choses qu'ils aiment. Et donc, c'est eux qui te disaient, enfin, vous décidez ensemble de ce qui allait être, enfin, qui vous disaient, pardon, qui vous disaient, ça serait bien que tu filmes ceci, que tu filmes cela, ou enfin, comment vous... C'est que nous, au départ, on savait pas quoi filmer, puisqu'on les connaissait pas. Donc on leur a dit qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous auriez envie de nous montrer. Et ça a permis comme ça de commencer une relation. Et bien sûr, après, on leur a aussi proposé des choses. Mais il y a beaucoup de choses qui venaient de eux au départ. Et après, c'était plutôt un échange d'idées, de ping-pong. On y allait une semaine par mois pendant 1 an et demi. Et à chaque fois, nous, à chaque session de tournage, on avait des idées en tête. On notait des listes de choses. Donc on leur proposait, eux, ils nous en redonnaient d'autres. Et puis quand on tournait quelque chose... on avait une idée, donc on mettait en place un cadre, etc. Et puis souvent, il se passait autre chose en fait, parce que, pour différentes raisons, mais ils ont tous des moyens de communiquer différents. Et par exemple, la scène de Alexis, le super-héros qui tourne autour de l'arbre, on lui avait dit bah tiens, tu passes par là, tu fais le tour de l'arbre et tu repars. Et il fait trois tours de l'arbre et il part de l'autre côté. Et c'était aussi ces imprévus-là qui nous intéressaient, de pas tout maîtriser, quoi. Bien sûr. Mais au début, on n'a pas du tout osé sortir la caméra. On était vraiment là avec eux juste parce que, en fait, à force, nous on adorait le centre, on se sentait bien là-bas. On trouvait que les décors étaient hyper cinégéniques. Mais c'est quand Léa est venue nous chercher, qu'elle nous a proposé son truc de film, on s'est dit, ah ben on a qu'à essayer quelque chose. Donc on a proposé des mises en scène, et en fait, à l'intérieur de cette mise en scène, elle s'est mise à improviser. Et là, on a découvert qu'elle était hyper douée en improvisation. Qu'elle a l'air d'oublier la caméra, mais en fait, pas du tout. Elle sait qu'elle est là, elle demandait à la fin comment c'était. Elle regardait les images et petit à petit ça a motivé les autres. Donc ils ont commencé à venir nous apporter des idées. Et Alan qui est venu nous voir et qui nous a dit moi je danse dans ma chambre le soir. Donc on lui a dit ok tu veux qu'on te filme dans ta chambre? Il a dit oui d'accord. Donc on avait rendez-vous avec Alan et donc au début on faisait n'importe quoi parce qu'on disait oui à tout le monde. Donc on avait des rendez-vous à la même heure et quand on venait pas en fait c'était hyper important pour eux et on était trop bordélique, donc il a fallu que nous on devienne sérieuses juste pour eux parce qu'ils étaient beaucoup plus pro que nous en fait. Donc on avait des plannings, à la fin on avait un planning de tournage et on savait qu'entre 4h et 6h c'était la pause pour eux. C'était le moment où on pouvait faire un truc, parce qu'ils ont un emploi du temps de ministre hyper chargé. Toute la journée ils commencent très tôt et ils finissent tard. Donc entre 4 et 6 c'est leur pause. Et c'est le moment où il se trouve que justement la lumière était assez belle en fait et donc on pouvait programmer des trucs avec eux. Et à la fin ils ont compris comment on fonctionnait parce qu'on regardait les rushs ensemble le soir dès qu'on avait tourné quelque chose. On cherchait nous le film et eux on leur en parlait, on leur disait on sait pas, des fois on n'avait pas d'idée, on leur disait nous on n'a pas d'idée là, vous avez un truc. Et on faisait des petits brainstorms ensemble et on leur disait tout le temps nos faiblesses ou on savait pas où on allait, donc c'était pas la peine de leur faire croire qu'on savait. Et donc à la fin ça devenait un truc commun quoi. Si on bloquait quelque part, on leur disait on bloque, vous avez pas un truc. Et des fois on avait un beau cadre et une lumière super et il y avait personne dedans. Donc on allait chercher des jeunes, on allait les voir, on leur disait on a un beau cadre, on a personne dedans, vous voulez pas venir? Et là ils venaient faire des trucs, on savait jamais ce qui allait se passer, c'est la surprise. Nous on choisissait des cadres et parfois à la fin on allait de plus en plus loin, on imaginait le thème de la conversation, on les poussait à parler de choses, on créait les situations pour qu'elles adviennent en fait. Donc on leur disait on a envie que vous parliez de l'ESAT et de l'avenir, parce qu'on en parlait entre nous et on se disait que c'était un truc qui devait faire partie du film. En fait, ça a commencé comme une fiction et puis on s'est rendu compte que le réel il était presque plus important et donc ça a basculé dans le documentaire. Non, oui, après il y a plein de... Enfin, pour chacun, on trouvait vraiment... Par exemple, Médéric. Médéric, donc c'est celui qui est en fauteuil roulant, qui fait pas mal de blagues. Lui, au départ, il n'était pas dans le film parce qu'il faisait partie d'un autre groupe avec lequel on était moins, mais on le voyait toujours passer comme ça. Et en fait, il était notre assistant réalisateur, parce que comme il a un fauteuil qui va hyper vite, quand on cherchait des gens et tout ça, il disait ah, vous avez besoin de qui, je vais le chercher. Et on remarquait comme ça dans ses passages qu'il disait que des conneries, il disait n'importe quoi. On s'était dit tiens, il faut qu'on fasse quelque chose avec lui. Puis surtout, ils avaient écrit une histoire et tout ça, il avait vraiment envie de participer au film. Et on s'est rendu compte avec Médéric que quand on a essayé les premières fois de l'enregistrer comme ça avec la perche, en étant un peu trop proche, ça marchait pas parce que d'un seul coup il se bloquait et puis il est hyper timide en fait. Donc on s'est dit tiens, on va lui mettre un petit micro HF, on va le laisser partir en roue libre. Et
et on le retrouvait pas des fois. On le perdait, il était en train de discuter avec la cuisinière et on avait perdu le signal, donc on mettait hyper longtemps à le retrouver. Enfin bref, et pour chacun, on avait des petits systèmes. Ophélie, donc la jeune fille qui chante dans la piscine, qui a l'oreille absolue, elle, on savait que c'était vraiment la musique, donc dès qu'on allait tourner une scène avec elle, on mettait plein de micros partout, parce qu'on savait jamais exactement ce qu'elle allait faire. Donc chacun comme ça, c'était un petit mode de tournage différent. Léa, on lui faisait confiance pour l'impro, et même on l'infiltrait même dans des groupes pour qu'elle relance la discussion, ou pour, voilà, elle était forte pour ça. Donc voilà, vraiment chacun a son petit dispositif, et ça, il a fallu du temps pour comprendre le moyen de communiquer avec chacun et de trouver une forme qui soit bien pour le film. Il y en a qui étaient beaucoup moins bons en improvisation que Léa, et du coup, quand on faisait une scène avec Léa et qu'on voyait qu'Ophélie ou Valentin bloquaient, parce qu'ils n'avaient plus d'idées, de trucs à ajouter, ou qu'ils étaient un peu timides, voilà, et du coup, on arrêtait, on disait, voilà, si jamais tu vois qu'Ophélie bloque, Léa, tu relances le truc. Donc on l'a briefé sur comment faire, enfin c'était nous, quoi. C'était nous dans l'image, et elle a vraiment tout compris au cinéma, et c'était... Enfin, je sais pas, elle est hyper naturelle, quoi. Donc elle relançait toutes les conversations et elle le fait pour le film. C'est vraiment, elle pense au film à chaque fois, quoi. Et elle sait, avant même qu'on commence, on dirait qu'elle savait qu'elle allait avoir un public, elle pensait au public. Elle se disait, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne, l'IME, et qu'en fait on a des rêves et qu'on n'a pas envie d'être... On en a marre qu'on nous prenne juste pour des handicapés. D'accord, on a des handicaps, mais on n'est pas handicapés dans tous les domaines. Par exemple, Valentin, c'était différent. Donc Valentin, c'est celui qui joue dans la scène où il parle d'amour avec son pote Youssef à côté, où il lui demande comment draguer une fille. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place parce qu'en fait, Valentin, c'est un gros dragueur. À chaque fois qu'on revenait, il avait changé de copine et en fait, il nous demandait des conseils à nous sur comment draguer les filles. Et à chaque fois, c'était catastrophique ce qu'il proposait. Donc on lui disait non, c'est pas la bonne technique, machin, mais c'était très marrant. Enfin, nous, on aimait bien ces échanges-là et on s'est dit, tiens, on aimerait bien avoir ça dans le film, mais on veut pas, nous, être en discussion avec toi, comment on pourrait faire. Il dit, mais on peut peut-être demander à Youssef, c'était un jeune qui venait d'arriver dans le groupe et qui avait envie de participer. Donc en fait, on a remis cette discussion en scène, sauf qu'au lieu que ce soit nous, ça soit Youssef. Et là, c'était compliqué pour Valentin parce qu'il a plus de mal à être naturel, donc la scène, on l'a refait 6-7 fois avant que ça sorte comme ça et qu'il oublie un peu la caméra. Mais au départ, il était dans un langage très... oui, je pourrais lui dire que je l'aime car je suis vraiment... Et du coup, on lui montrait, on lui disait, mais non, tu parles pas... C'est pas comme ça que tu parles dans la vraie vie. Il fait, ah ouais, c'est vrai, il faut que je la refasse. Mais il était assez soucieux de réussir, mais il fallait qu'il travaille, quoi. Comme on leur demandait des trucs assez difficiles, ça les entraînait, ça les poussait, en fait. Valentin, on était pas du tout... C'était pas facile ce qu'on lui demandait. On n'a pas simplifié la tâche. En fait, on leur a jamais simplifié la tâche parce qu'au bout d'un moment, tu oublies le handicap et puis du coup, tu leur demandes autant vient à dire que ils sont capables de tout, quoi, normal comme tout le monde, quoi. Mais alors, sauf que c'est des ados et qu'on leur demandait des trucs de comédiens professionnels, quoi. Et en fait, ils sont engrainés. Des fois, Valentin, il bloquait un peu, il avait plus envie, il faisait sa mauvaise tête. Et c'est Léa qui l'engueulait, qui lui disait, non mais Valentin, écoute, c'est plus important que toi le film, donc maintenant tu te calmes, hein, et tu te recentres, parce que là c'est pas possible, quoi. Et puis du coup ça le mettait dans une... C'est vrai, de temps en temps, comme n'importe quel jeune, après ils ont quand même vraiment des handicaps, donc par exemple ça va être des troubles du comportement, de la colère, Alan il prend des médicaments parce qu'il a des crises de colère, donc en fait on joue avec, c'est pas juste des ados, on joue avec des énormes problèmes, et qu'ils essayaient de mettre de côté quand même pour le film, quoi. Et ça vraiment, Alan, il a réussi plusieurs fois, il a fait des crises de colère et à chaque fois il s'excuse. Il a besoin de s'excuser, sinon après c'est pire, il se sent mal. Et donc voilà, il faut juste jouer avec ça, quoi. Des tempéraments, après, comme n'importe quel... Comme tout le monde, on a tous des problèmes, mais ils étaient marrants parce qu'ils ont surmonté ce truc pour le film. Beaucoup plus que au quotidien, dans leur quotidien, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, les éducateurs? Attends, il faut un micro parce qu'il y a des gens qui traduisent et donc ils ne vous entendent pas parce qu'ils ne sont pas là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les éducateurs, sur cet expériment que vous avez fait avec les jeunes? Comment ils ont trouvé ça dans leur quotidien? Ça a été assez long parce qu'au départ, il a fallu qu'on discute beaucoup avec plusieurs éducateurs parce que c'était difficile pour nous d'expliquer ce qu'on faisait puisqu'on était aussi dans la recherche et pour eux, pour la plupart des gens, une caméra, ça veut dire peut-être télé ou reportage, et c'était difficile de dire que c'était autre chose qu'on allait faire. Donc on était beaucoup dans la discussion, et en fait, il y a très peu d'éducateurs dans le film par rapport à tout ce qu'il y a, toute
le nombre d'éducateurs qu'il y a dans l'IME. Et les éducateurs qui sont dans le film, c'est ceux avec qui on s'est entendu et qui ont accepté d'être filmés. Et c'est surtout les éducateurs liés par exemple à la musique, Bastien et Jean-Claude, qui nous aidaient à mettre en place des scènes en déplaçant toute l'atelier musique dans la salle de concert. Donc c'est Eric aussi donc qui fait la crise, qui se tape toutes les crises. On a pu filmer, en fait il y a plein d'autres crises, mais on a pu filmer celle-là parce qu'Eric il avait aucun problème avec la caméra, ça le gênait pas. Donc c'est un peu comme avec les jeunes, c'est ceux qui sont dans le film, c'est ceux avec qui on a une relation de confiance, quoi. On peut pas forcer. On a filmé des choses, des réunions d'éducateurs, tout ça, où il y avait parfois des réticences ou des gens qui arrêtaient, qui nous faisaient comprendre qu'ils n'avaient pas envie d'être filmés. Et ça marche pas en fait. Tout ça, on a dû le jeter, quoi. En fait, ils disent oui, mais ils n'ont pas envie dans le fond parce qu'ils te censurent, ou eux ils se censurent. Ils ont trop. Parfois, quand on est adulte, en fait, on a trop une conscience de la caméra, on a peur ils ne nous faisaient pas confiance du tout. Alors que les jeunes, depuis le début, ils nous font confiance et ils nous donnent énormément. Et les éducateurs qui sont dans le film, c'est aussi ceux qui sont complices. Donc toutes les scènes, elles sont créées avec leur concours. Parfois, c'est eux qui nous ont invités à la filmer. La scène de la crise de Gaël, ils nous poussaient à la filmer, à filmer n'importe quelle crise parce qu'ils disaient il n'y a pas de raison. Et même les jeunes, ils n'avaient pas honte en fait de ce qui se passait. C'est comme ça, quoi. C'est la partie de la vie du centre. Et donc même il y a des fugues, il y a tout le temps des fugues. Et à la fin, comme on n'arrivait jamais à les filmer, parce que c'était dur pour nous, la position de filmeur, elle est quand même assez voyeuriste, et on n'avait pas envie que ça les gêne, on n'avait pas envie que ça vienne de la situation, on avait très peur en fait, on ne voulait pas que notre présence, ça soit quelque chose qui fasse empirer, on voulait que ça leur apporte quelque chose et pas l'inverse. Bon, au final, ça nous a plus apporté quelque chose à nous, puisqu'on y retournait tout le temps, on se sentait vraiment très bien là-bas. Mais à la fin, comme on ne voulait pas être là au moment de la fugue ou de la crise, et on les remettait en scène. Donc finalement, on a eu une vraie crise, mais une crise, on savait qu'elle allait advenir, par exemple. On les connaissait tellement bien à force qu'on savait que ça allait advenir, qu'il n'allait pas se faire mal, on était trop... Mais au début, on n'aurait jamais pu filmer ça, quoi. Et on avait besoin de la confiance des éducateurs aussi, qui à la fin vraiment se moquaient de nous, parce que les premières crises qu'on a voulu filmer avec Ombline, on était cachés derrière des buissons, la caméra comme ça, et on discutait entre nous, genre non, mais on peut pas filmer ça, mais si, mais on le filme, on verra après, c'est n'importe quoi. Ou la crise de Gaël qu'on a essayé d'avoir plusieurs fois, où on abandonnait la caméra et on allait chercher les lunettes avec lui Puis à un moment donné, les éducateurs, ça les faisait marrer, quoi. Et ils s'appelaient même de pavillon en pavillon pour dire attention, là il y a Simon qui va fuguer, si vous voulez y aller, c'est maintenant, sinon on le retient un peu. Donc on s'est senti un peu plus à l'aise pour. Voilà. On s'est dit bah oui, on est là aussi pour. Pour nous c'était important, même si c'était des choses dures à filmer, c'était important que les personnages soient dessinés dans un ensemble. On a tous des côtés sombres et des côtés lumineux, quoi. Voilà, on voulait pas juste dans la fascination. Ça fait partie de leur de ce qu'ils étaient, quoi. Donc il n'y avait pas de raison de pas filmer ça. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on sent. On sent que vous êtes à la bonne place, que vous êtes posé toutes les bonnes questions, éthiques et tout, quoi. Vous n'êtes pas voyeur du tout, vous ne mettez pas dans une position de voyeur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti. Après, on en parlait tout le temps aussi. On n'arrêtait pas de parler avec eux. Justement, on voulait surtout pas. S'il y avait un truc qui les gênait, on n'essayait jamais de les filmer dans une position où ils n'avaient pas envie d'être filmés. Oui. Il y en a un, Benjamin, par exemple, qui voulait jamais voulu faire partie du film, mais il était derrière la caméra avec nous, donc il regardait ce qu'on filmait et tout ça. Et un jour, on a réussi, on ne savait pas en fait c'était quoi son problème, parce qu'on le trouvait hyper beau, il est bien dans sa peau et tout ça, mais lui, il s'aime pas. Donc il voulait être filmé, mais que de dos. Et on a réussi enfin à la mettre dans le film. À la fin, c'est lui qui donne des coups de sabre au mec qui est déguisé en Jafar. Et du coup, en fait, il était d'accord, mais pour être de dos. Et pour chacun, on essayait de trouver un système pour qu'il soit dedans de la manière dont il voulait, quoi. Et donc les éducateurs, par exemple, il y a une scène qu'on voulait à tout prix, c'est qu'ils avaient un nouveau... Au départ, on pensait qu'on allait faire un film à la fois sur les jeunes et à la fois sur l'institution. Donc ce serait... Donc on essayait de filmer un peu les deux. Bon, on s'est rendu compte au montage que ce qui était le plus intéressant, c'était les jeunes. Mais au début, on filmait beaucoup l'institution. On avait une réunion qui s'appelait Réunion ROX. C'est un nouveau code pour essayer de comprendre. Ils trouvent c'est débile, en fait, même les éducateurs trouvent ça débile. Les éducateurs trouvent ça débile. On met des chiffres de 1 à 5 pour savoir le niveau... pour les jeunes, est-ce qu'ils savent faire ou pas? Donc dans la communication, est-ce qu'ils ont des amoureux? Est-ce qu'ils savent manger tout seuls? Est-ce qu'ils font encore pipi au lit? Et on met des trucs de 0 à 5. Et donc ils notent des codes, ils notent en fait. Donc ça donnait un truc vraiment débile, surtout qu'ils parlent de choses parfois philosophiques, quoi, d'histoires d'amour et tout ça. Et on a filmé 2 heures de réunion ROX juste pour que ça parle d'amour. Et au moment où ça parlait enfin d'un bisou, il disait « Ah oui, si, elle a un amoureux, elle me fait un petit bisou ». Et l'éducatrice se retourne vers nous et nous dit « Faudra couper ça ». Et nous, on avait attendu 2 heures juste pour que ça parle d'un petit bisou, de rien du tout. C'est un bisou, quoi. C'est quand même pas...
Et on n'entendait même pas le nom de la jeune femme. Enfin, donc là, et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas faire ce film avec les gens qui n'avaient pas envie et qui ne nous faisaient pas confiance. Et on a arrêté de filmer les éducateurs, sauf ceux qui étaient vraiment complices du film et avec qui on s'entendait bien, quoi. Mais ouais, c'est ce qu'on apprend quand on prend le temps de faire les films, quand on prend le temps de se faire surprendre, le temps d'aller là où on ne sait pas, et de faire les films avec, quoi. Et ouais, c'est la recette pour moi de tous les bons films, hein. C'est de prendre le temps, c'est d'écouter le désir de l'autre, c'est un désir des deux côtés, quoi. Voilà. Et non, ça pour moi, enfin, tout est très bien, tout est réussi dans votre film, hein, sinon on ne l'aurait pas sélectionné. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Ah, il y a aussi, toi, une question là-bas aussi. Attends, il y a une question d'abord là. Alors, moi j'avais une question par rapport au lien du centre avec l'extérieur, parce que c'est un centre qui a l'air très fermé. On dirait qu'ils sont un peu dans leur bulle, dans un monde un peu fermé. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez vu les familles, par exemple? Est-ce que on les voit à un moment donné à la piscine, mais est-ce que ça arrive régulièrement qu'ils sortent de ce centre, qu'ils voient un peu le monde comme il doit à l'extérieur? Comment ça se passe? En fait, même la piscine, elle est dans le centre. Dans le film, on est jamais sorti de l'IME sauf une fois. C'est pour filmer les AT, donc le centre de travail, parce qu'en fait, on est allé voir et ça nous avait frappé. Et c'était un élément assez important dans un peu comme les côtés sombres des personnages, c'était un peu le côté sombre de l'avenir. Et du coup, on a gardé ça, mais sinon, on est toujours dans le centre. Et après, c'est un internat, donc ils sont là la semaine et ils rentrent chez eux le week-end, où il y a pas mal de jeunes qui sont aussi placés en famille d'accueil, qui sont loin de leurs parents. Nous, les parents, on les a rencontrés une fois à l'occasion. Il y avait une fête des familles, mais ils sont pas tous là. Enfin, c'est un internat après, donc nous, il y avait pas cette place pour. On n'avait pas besoin pour le film. On n'avait pas envie de s'intéresser à tout ça. Surtout que eux, ils oublient pas mal. Enfin, ils nous en parlaient pas tant que ça. On voit qu'ils passent des coups de téléphone à leurs parents le soir ou des choses comme ça, mais on a gardé ce qui était là, quoi. On n'a pas censuré le fait qu'il n'y ait pas de parents, mais ils n'étaient pas présents là, on les voyait pas. Même pour voir le film, c'est compliqué. On a très peu de parents qui ont vu le film, donc voilà. Comme ils essaient de les autonomiser beaucoup, c'est pas, il vaut mieux. Il y a beaucoup qui sont majeurs dans le film, par exemple. Médéric, il a 21 ans, Ophélie, elle a 18 ans. Et du coup, parler aux parents, c'était pas les autonomiser. Donc du coup, ça faisait, même notre film, ça faisait partie d'un processus presque pour les éducateurs. Le fait qu'on demande des choses très compliquées, par exemple la scène de musique, en fait, il n'y a pas du tout d'atelier musique dans cette salle. La salle qu'on a filmée, elle est assez belle, avec les briques rouges. Normalement, c'est dans une autre salle qui est hyper moche, avec des néons dégueulasses. Et nous, on leur a dit, ah, on n'aime pas du tout cette salle, elle est immonde. Est-ce qu'on pourrait changer tout? Mais c'était énorme, il fallait tout recabler, sortir tous les instruments, les énormes enceintes. Enfin, c'est un truc qu'ils font jamais, ils sont tout le temps là à les protéger, ils sont dans une bulle. Et il y a certains éducateurs qui disent, non, 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 la vie c'est pas ça, non plus, ici c'est le paradis, mais quand ils vont sortir, ben... Et en plus, voilà, donc on s'est retrouvés à tout débrancher avec les jeunes et à sortir les trucs. Et donc en fait, tout le film devenait un truc qui faisait partie de... Ouais, enfin, ça servait, c'était utile, quoi. Les éducateurs se disaient, plus c'est compliqué, mieux c'est, dans tous les cas. Oui, c'était vraiment leur choix. Enfin, chaque jeune... Nous, on avait très peur des droits à l'image et tout ça, mais heureusement, en fait, il y a un des chefs de service qui s'appelle Richard, celui qui nous a permis de faire le film, parce que bon, déjà, il nous a pas, c'était pas du tout une commande pour lui, c'était l'inverse, c'était très ouvert là-dessus. Et aussi, il a fait le lien avec les familles pour les droits à l'image et tout ça. Nous, on n'a pas du tout, on s'est pas occupé de ça, et heureusement qu'il était là, parce que, enfin, nous maintenant, on se dit toujours, il faut un Richard pour réussir un film. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui a permis que le film se fasse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lui, il a un énorme remerciement, parce que depuis le début, en fait, c'est un mec qui est à fond dans la danse contemporaine, et c'est lui qui a créé les résidences dans l'IME La Pépinière, et qui nous a accepté la danse contemporaine. Et du coup, il est en lien avec l'Oiseau Mouche, avec le LL à Bruxelles, qui est aussi un centre chorégraphique et tout ça. Et c'est lui qui nous a acceptés dans cet endroit, et il a fait toutes les demandes de droit à l'image et tout ça. Et à chaque fois on s'entendait hyper bien, on est devenus amis avec lui et puis tout le monde en fait. Et on voulait lui montrer des images. Et il disait non, 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 surtout pas, moi je suis l'institution, je ne veux rien voir, parce que sinon ça devient une commande. Et c'est pas possible, l'institution ne doit rien voir. Donc on était presque interdite de lui montrer des images, et il l'a vu pour la première fois à Cannes. C'est dire à quel point l'institution n'a pas mis du tout son nez là-dedans, quoi. Et les parents ont donné leurs autorisations sans rien voir. Donc il y a des parents qui ont dit non. Parfois c'était pour des raisons religieuses, mais dans ces cas-là, c'est que le jeune n'avait pas très envie non plus. Donc
nous, c'était le jeune qui importait. Enfin, s'ils avaient envie, ils en faisaient partie. Et à ce moment-là, à la maison, ils en parlaient. Nous, parfois, même, on avait un peu peur sur certaines choses. On demandait à Richard, est-ce que tu penses qu'on peut garder cette scène ou filmer ça? Après, il disait, bah, il faut voir avec le jeune, en fait, s'il a eu envie de le faire, s'il veut le faire. Enfin, il donnait comme ça beaucoup de responsabilités. Bah oui, ils sont presque adultes, en fait. On oublie un peu ça, mais eux, lui, ils supportaient pas le fait d'infantiliser les jeunes. Donc, voilà. Mais parfois, c'est compliqué aussi quand le jeune n'a pas la parole. Donc, quand tu as des troubles autistiques assez lourds comme ça et que tu peux pas communiquer, comment tu fais pour savoir si le jeune a envie de faire partie du film ou pas? Donc, du coup, il y a des gens qu'on a filmés très très tard. Gaël, on n'a pas filmé tout de suite parce qu'on savait pas s'il avait envie d'en faire partie. Et au début, on sentait pas qu'il avait envie. Et il pouvait pas nous le dire, donc c'était une sensation. Et après, au bout de quelques mois, on a senti qu'il était d'accord. Ça s'explique pas, mais on savait que c'était bon. Il avait envie, quoi. Il venait nous dire bonjour tous les matins, il nous serrait la main, on mangeait ensemble. Il a eu une crise de fou rire avec Caroline à table, on sait toujours pas pourquoi. Tous les deux, ils étaient morts de rire. Et donc à force, voilà. Et Ophélie, par exemple, dans la scène où elle sort de sa chambre et qu'elle est un peu seins nus, on a filmé cette scène, nous, au départ, parce qu'elle chantait hyper bien et que c'est sa voix qui nous a attirés et la porte était grande ouverte. Et on s'est dit, bon, elle est de dos, c'était très beau, il y avait cette lumière comme ça orange, un peu tableau flamand. Et donc on l'a filmée, mais après elle sort dans le couloir, on s'est dit, bon, si on veut garder cette scène, il faut qu'il y ait un film, il faut qu'elle ait une raison d'être dans le film, il ne faut pas que ce soit gratuit, mais surtout il faut qu'elle soit d'accord. Mais comment on fait pour savoir si Ophélie est d'accord, sachant qu'elle dit toujours qu'elle est d'accord? Elle a un problème avec le mot d'accord. Elle répète constamment qu'elle est d'accord, et la première fois qu'on l'a rencontrée, elle a des crises de d'accord, elle dit « Et Ombeline, elle est d'accord qu'Ophélie soit d'accord? Et qui est-ce qui est très d'accord ?» Et c'est Ophélie qui est très d'accord, et ça peut durer comme ça pendant des plombes, des crises de d'accord. Donc, voilà, donc du coup, c'est parce qu'elle est très lumineuse et très positive, et elle n'a pas envie d'emmerder les autres, donc elle dit tout le temps qu'elle est d'accord pour pas faire chier, quoi. En fait, elle aime bien faire plaisir. Mais il fallait que son « je suis d'accord » ait une valeur. Alors on lui a montré la scène, bon, bien sûr elle est aveugle, elle ne peut pas la voir, donc on lui a fait écouter, on lui a décrit, on lui a expliqué tout ça, mais Ophélie elle met des 5 minutes à répondre parfois. Dans sa tête c'est comme si elle avait répondu, mais il n'y a rien qui est sorti. Donc t'attends, tu lui reposes la question, et il fallait qu'il y ait un éducateur qui la connaisse vraiment bien pour que son « je suis d'accord » ait une valeur, et c'était Bastien. Et en fait elle a écouté tout ce qu'on a dit, et elle est partie en crise de fou rire, parce qu'à chaque fois elle se rappelle de ce qu'on a filmé, elle se souvenait de quel moment, parce que les sons c'est sa mémoire. Et en fait, Bastien nous a dit, je pense que ça lui passe complètement au-dessus, elle s'en fout. Déjà le fait qu'elle sorte dans le couloir seins nus, enfin Ophélie, elle sait qu'elle est dans un internat et qu'elle a d'autres gens, donc déjà c'est une attitude qui fait qu'elle accepte quelque chose. Elle est dans l'espace public, donc ça raconte aussi quelque chose de son handicap, parce qu'elle est aveugle et elle a des troubles autistiques, donc la pudeur, ça veut dire quoi? Quand t'es aveugle de naissance et que t'as jamais vu une poitrine, et qu'en plus tu t'en fous, quoi. C'est vraiment pas ton problème, donc ça gêne qui? Si ça ne gêne pas nous et ça ne gêne pas elle, ça peut gêner peut-être quelques personnes du public qui n'ont pas l'habitude, mais en fait... Et après, nous, on trouvait ça hyper intéressant avec le fait que ce soit vraiment une petite déesse de la musique et qu'après, on la voit en atelier de fermeture éclair, avoir vraiment galéré pour les choses les plus simples et à la fois être hyper lumineuse pour le reste. Enfin, on trouvait que c'était hyper beau, quoi. Puis c'était peut-être un des seuls plans qui parle du handicap, parce qu'on se rend vraiment compte que le handicap, c'est juste un handicap par rapport à la norme. Donc Ophélie, elle n'est pas du tout handicapée quand il s'agit de musique, mais alors pas du tout, alors que la plupart d'entre nous sont complètement handicapés, on chante faux, on n'arrive pas à faire un rythme. Alors qu'Ophélie, non, par contre, la fermeture éclair, c'est là où est le problème. Mais bon, c'est toujours une espèce de... Voilà. Oui, alors vous avez un petit peu répondu à ma question, c'était de savoir comment les parents et les gens de l'institution, en large, je veux dire, pas uniquement celle-ci, avait reçu le film, si vous avez eu des commentaires. Bon, j'avoue que pour nous, vous dites en plus que c'est un centre très fermé, donc nous, moi j'étais loin de soupçonner ce qui peut se passer dans ce centre. Donc pour nous, c'est un élément informateur. On apprend beaucoup. Votre recette, elle marche à fond, vos ingrédients, ils sont formidables. On est hyper touchés. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais donc voilà, les retours des aidants au sens large, qu'ils soient parents ou des gens de l'institution. Alors, on commence au départ, comme en fait, le film était à l'Acide à Cannes, donc on était allé à Cannes avec 7 jeunes et 4 éducateurs. Donc c'était les premiers à voir le film. C'était les premiers retours qu'on avait, des éducateurs qui étaient là et qui étaient... En fait, les jeunes, ils se sont direct appropriés le film. À Cannes, nous, on ne savait pas exactement
comment ils allaient recevoir ça. Et on retrouvait Léa avec les journalistes qui étaient là. Oui, nous, ce qu'on a fait avec Ombline et Caroline, c'est vraiment un film sur l'adolescence et pas sur le handicap. Enfin, du côté des jeunes, ils se sont tout de suite approprié le film. Et les éducateurs qui étaient dans le film aussi, enfin, ils étaient assez touchés. Eric, ça a changé sa vie parce qu'en fait, lui, il fait les choses comme ça lui vient. Il a pas sa formation, c'est 2 ans. Hein. Avant, il était jardinier à l'IME. Il est juste parti de l'IME pour faire éducateur. Il est revenu. Personne ne sait qu'en fait, il a cette relation avec les jeunes parce que chacun est tout seul finalement dans son petit monde, quoi. Et donc pour la première fois, les gens venaient le voir pour le féliciter sur son travail et ça l'a énormément touché, quoi. Ça l'a conforté dans le fait que c'était important ce qu'il faisait. Il s'en rendait pas vraiment compte. Lui, il faisait juste, il disait que ça leur faisait du bien, mais... Et même les éducateurs qui travaillaient là, qui étaient présents sur le tournage et tout ça, étaient surpris. Enfin, ils découvraient le centre en fait à travers le film d'une autre manière, parce que chacun est dans un quotidien, on ne voit pas aussi large. Enfin, ces petits moments-là, ils les avaient oubliés, quoi. Donc ils redécouvraient un peu le centre avec le film. Les chouchous, je vous laisse continuer tout seul parce qu'en fait il faut que j'aille au débat d'un autre film. Je suis désolée, je suis en retard. Donc je peux pas, je suis pas de... Ah non, putain, faut que j'aille euphorie pour 4 heures. Oh, putain, excusez-moi, hein, vous êtes... C'est pas grave. C'est pas grave. Bisous. Hein, bisous, à tout à l'heure. Oh, putain. Oh, Et après... Oh putain. Comment y aller à l'heure? Bon débat. Merci. Je suis noble, mais comment je vais faire? Courage. Un vélo, tu fais la vélo. Et après, sur les parents, on a eu... C'est pareil, on n'a pas encore eu vraiment tous les parents, mais il y avait notamment la maman de Emeline. Donc Emeline, c'est celle qui se fait taper sur les fesses et qui se fait insulter de poule. Et une fois, sa mère, elle est arrivée dans la salle, elle était comme ça, assez froide. Enfin, moi, je me souviens, elle m'a serré la main, elle m'a dit « je suis la maman d'Emeline ». Et j'ai repassé dans la tête toutes les scènes d'Emeline qu'elle allait voir, et je me suis dit « merde, comment elle va le Les prendre ?» fleurs, les fesses, la poule, tout, quoi. Ouais. Et en fait, à la fin de la projection, elle arrivait assez touchée, et elle a dit... Parce que la mère d'Emeline, elle est très protectrice avec sa fille, voilà, maman poule. Et elle a dit « ah, mais en fait, j'ai découvert qu'Emeline était une femme, en fait, plus une petite fille, qu'elle avait des désirs, ces choses-là, je savais pas. » Donc ça, pour nous, c'était assez touchant, parce que moi, j'avais vraiment peur de ça. Après, il y a les parents de Médéric, mais ils sont qui ont vu le film aussi, mais eux, si Médéric il est comme ça, c'est pas pour rien, ils sont vraiment très drôles. Et pareil, ils sont contents en fait que leur fils leur fils soit comme... Ils ont l'habitude de le voir comme ça, mais parfois, si Médéric, peut-être on l'avait filmé en gros plan et qu'on l'avait pas fait parler, en fait, on a juste vu un jeune garçon très démuni dans son fauteuil, quoi. Donc, comme on a vraiment tout fait pour que justement, le handicap de Médéric, il est quand même assez lourd, et ce qui était le plus génial chez lui, c'était sa voix et son humour, donc on a essayé à chaque fois de faire en sorte que... Parce que nous, on l'oubliait, le handicap, mais il fallait que le spectateur l'oublie aussi, et c'est pas facile. Nous, ça faisait 1 an et demi qu'on était dans le centre, alors que le spectateur, il passe que 1h20 dans le film, donc il fallait trouver des systèmes. Et donc, la cousine de Médéric l'a vu, enfin, les 2 cousins de Médéric, enfin, toute sa famille a vu le film à plein d'endroits, ils sont un peu éparpillés en France, et à chaque fois, ils disaient, non, mais c'est Médéric, ouais. C'est vraiment cette petite starlette, quoi. Et en plus, parfois, il est vraiment infect. Il est insupportable. Maintenant, il a pris trop la grosse tête. En plus, il vient direct en EPAP dès qu'on doit tourner des trucs. Il est odieux avec toutes les éducatrices. Il leur dit non, j'ai pas le temps. Je tourne là. Est-ce que vous pensez que la vie dans ce centre est justifiée pour certains des jeunes? On a l'impression que s'ils vivaient dans la vie extérieure, ils s'en sortiraient très bien avec quelques adaptations. Mais est-ce que vous pensez que c'est souhaitable pour eux d'être dans ce centre? Léa, elle disait un truc à Cannes justement, parce que comme pour elle c'était vraiment un truc politique ce film, elle disait, elle a pris le micro devant la salle où il y avait 250 personnes là à Cannes, et puis elle a dit bon, en tout cas moi je voudrais juste dire un truc, c'est qu'en fait je pense que la société ça serait bien qu'elle change pour nous accueillir, parce que nous on n'est pas prêts de changer. Voilà. Mais oui, en fait il y a vraiment une exclusion, parce que quand tu es à l'IME, comme elle le dit, tu veux pas être secrétaire de médecin dans le sens où tu es complètement déscolarisé, tu as des cours mais tu passes pas le brevet, le bac, etc. Donc là, en ce moment, il y a des choses qui sont en train de changer là-dessus parce qu'en fait, c'est une sorte de paradis et à la fois un enfer parce qu'on est hyper protégé. Puis après, quand on a 18 ans et qu'on doit sortir, c'est la catastrophe, quoi. Soit on va en usine de travail, soit on retourne chez ses parents. Du coup, c'est trop violent. Enfin, c'est vraiment avoir mis à part. Donc, je sais plus comment ça s'appelle,
le principe qu'ils sont en train de mettre en Ouais. place. Bon, c'est un mot compliqué. Ouais, voilà, éducation inclusive, voilà. Et ils sont en train d'essayer que ce soit pas si fermé, que les jeunes puissent faire des allers-retours dans le centre, pas être forcément en internat. Parce qu'il y a aussi un côté où, là, on a filmé les ados, mais c'est de 5 à 20 ans. Donc tu commences ta vie à 5 ans là-dedans et tu n'en sors pas, c'est assez violent, quoi. Enfin, Et déjà que quand tu fais une scolarité normale, c'est pas facile parce que tu te rends compte que tu veux faire ça et que tu peux pas, t'as pas les capacités, finalement ton prof il était nul alors t'as rien appris, enfin un tas de trucs. Déjà c'est quand même la galère, l'adolescence, tu pars avec plein de rêves et puis tu te prends tout ça au visage, mais alors eux ils savent d'avance que c'est foutu. Parce que en fait le centre de travail à côté de chez toi, les AT, où tu pourras bosser, et ben, pas de bol, les seuls AT à côté c'est du conditionnement de produits, donc mettre des trucs dans des boîtes. Et si tu as envie de rester dans le nord parce que t'as pas vraiment le choix en fait, bah, t'es bloqué. T'as beau avoir des rêves, c'est mort, c'est fini. Et t'as pas fait de scolarité normale, même si t'avais les capacités, parce que bah, t'as un handicap qui a fait que tu t'es retrouvé à l'IME La Pépinière. Donc même si t'as pu faire de la musique et que t'as été bien pendant quelques années, et ben t'es quand même bloqué avec des jeunes qui ont des handicaps tellement lourds que bah, t'as pas réussi à apprendre. Et Léa, par exemple, on a l'impression que peut-être elle pourrait suivre une scolarité normale, mais c'est pas le cas. Même avec un AVS, c'est les personnes qui à l'école t'aident, ça serait trop compliqué pour elle. Même si elle est extrêmement intelligente, elle a des difficultés pour apprendre. Donc, donc en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans les ESAT. Il y en a beaucoup, mais c'est horticulture, conditionnement de produits, tu peux faire à la limite du chocolat, mais ça faut aller dans le sud. Enfin, il y a très peu de choix, quoi. Donc c'est l'enfer. Donc, soit tu retournes chez tes parents, tu as 3 choix possibles. Ouais. Les parents, aller dans un centre pour adultes, c'est-à-dire faire que des loisirs toute ta vie. Donc si tu as envie de faire une carrière, ben, c'est pas possible. Et les centres de travail où tu touches un salaire qui est quand même pas terrible, et puis t'es pas forcément entouré par des gens qui sont formés bien, c'est pas des gens qui ont fait des formations dans le handicap. Et on voit dans le film que c'est un sujet qui revient à plusieurs reprises, et c'est vous qui avez amené ce sujet, vous disiez tout à l'heure, ou est-ce que c'est quelque chose auquel ils pensent et dont ils discutent souvent? Non, en fait, nous, on a découvert ça, on connaissait pas la vie d'un centre comme ça. Enfin, on a vraiment découvert sur le tas en discutant avec eux, donc c'est quelque chose qui revenait assez souvent dans la discussion. Et surtout avec Léa, on a senti à un moment qu'on la perdait parce que Léa, elle n'est pas vraiment soutenue au niveau de son entourage et tout ça, donc elle veut vraiment être autonome, s'en sortir. Elle perd la vue progressivement, donc elle-même elle a décidé d'apprendre le braille. Et à un moment donné, elle avait un peu abandonné la musique parce qu'elle faisait des stages en ESAT, en centre de travail. Elle disait bah non, j'ai plus le temps de faire de musique. Il faut que j'aille travailler parce que comme ça je pourrais avoir mon appartement. Enfin, on l'a vraiment perdu à un moment. Elle avait l'air désespérée en fait. Ouais. Elle se résignait quoi. Elle était résignée. Un jour on est revenu et Léa avait tout arrêté. La musique c'était fini et on se disait mais c'est pas possible, c'est pas Léa quoi. Et en fait c'était horrible de voir ça quoi. Et il y a plein de gens il y a plein de jeunes comme ça qui se résignent parce qu'elle grandissait, elle se rendait compte qu'elle devenait aveugle et que c'était foutu en fait l'avenir pour elle, alors que c'était une jeune fille qui a été tellement, quand on l'a rencontrée, elle nous a dit je suis réalisatrice. Donc elle avait des rêves vraiment, et puis... Mais là, récemment, on a appris, il y a un mois à peu près, elle nous a annoncé que, en fait, il y a un ESAT dans le Nord qui s'appelle le Théâtre de l'Oiseau-Mouche. Donc en fait, c'est une troupe de comédiens professionnels, c'est une scène nationale. Et en fait, elle avait déjà un peu pensé à ça, mais c'est très dur de rentrer, il y a vraiment un casting. Donc elle avait fait un stage et elle nous a annoncé à une projection il n'y a pas très longtemps qu'elle était acceptée au Théâtre de l'Oiseau-Mouche. Donc là, elle est officiellement comédienne et on retrouve la Léa qu'on connaissait. Mais ça, c'est tant mieux pour elle, et elle a mérité, mais en fait, il y a très peu de place, c'est très rare en fait. C'est pour ça qu'elle s'était résignée, parce que normalement, tu rentres pas. Elle a 19 ans en plus, c'est la comédienne la plus jeune de l'Oiseau-Mouche. Normalement, tu attends 5 ans peut-être avant d'être peut-être pris dans la compagnie, mais elle est déjà pleine la compagnie. Il n'y a pas la place. Et bien, si, quand même, Léa a réussi. On voit qu'elle a un vrai talent, c'est clair. Donc maintenant, là, elle va être en CDI, elle va avoir son appart, elle est comédienne pour toujours. Votre film l'a aidé peut-être, non? Le stage, elle y pensait déjà, mais le film, ça l'a reboosté. En fait, nous, on voulait pas qu'elle abandonne ce truc, donc on n'arrêtait pas de la motiver pour l'Oiseau-Mouche, mais en vrai, elle a la motivation, elle a vraiment beaucoup d'énergie. Mais apparemment, c'est le film qui a fait qu'elle est passée direct du stage à l'emploi. Et tant mieux, parce que c'est à ça que ça sert quand même aussi. Et le tournage a duré combien de temps? Vous êtes resté combien de temps sur place? On a tourné sur 1 an et demi à peu près, on y allait 1 semaine par mois environ. Parfois on reste 2 semaines, mais c'est plutôt 1 semaine par mois. Et il y avait du mouvement, des entrées, sorties, ou c'est très stable? Au niveau des jeunes? Au niveau des jeunes.
Nous, c'est pour ça qu'on a fait aussi le film très vite, parce que quand on les a rencontrés, on s'est dit, ah là là, ils vont tous partir, là maintenant plus personne n'est dans le centre. Donc en général, sur une année, ça reste le même groupe et tout ça, il peut y avoir quelques changements, mais par contre, parfois, ça arrive qu'il y en a un qui n'est pas là parce qu'il est parti, voilà, il a eu un problème, il n'est plus là. Enfin, on avait le problème avec Simon, notamment, qui disparaît un peu du film parce qu'il devait aller à l'hôpital, faire des traitements, etc. Donc, mais sinon, les groupes sont restés les mêmes le temps d'une année, quoi. Au début, quand on est arrivé avec Caroline, on n'avait pas du tout prévu de faire un film et on bossait toutes les deux, on sortait de l'école en fait. Donc on avait juste une caméra et une voiture, on n'avait pas de micro, on n'avait pas d'argent et comme on a su qu'ils avaient 18 ans pour la plupart et qu'ils étaient à 2 doigts de partir, on a commencé tout de suite à filmer avec ce qu'on avait. Donc on prenait des micros dans la salle de musique, on accrochait sur des manches à balai, des trucs. Enfin, c'était n'importe quoi au début. On a mis des mois avant de commencer à se dire peut-être que ce serait bien de demander de l'argent, parce que peut-être qu'on est en train de faire un film en fait. Mais on a mis longtemps à s'en rendre compte et on était vraiment. Et heureusement, au moment où on a arrêté ce film, ils sont tous partis. Maintenant, ils sont pratiquement tous partis. Le résultat est super en tout cas. Est-ce que vous avez des questions encore dans la salle ? Non, bah écoutez, je pense qu'on va terminer. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de voir ce film. C'est un film qui est plein d'énergie et qui permet de donner une perspective assez originale sur un sujet dont on parle peu, dont on n'a pas envie de parler en général, qui est le handicap. Même si j'ai compris que c'était pas votre sujet de travail au départ, ça donne quelque chose de très très réussi. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.